Bonsoir. Ce soir, je vous parle de Markdown, qui est un outil que j'utilise au quotidien. Markdown, c'est un outil que certains connaissent apparemment déjà, puisqu'on en a parlé dans plusieurs présentations précédentes. C'est un outil qui répond à un besoin qu'on a assez régulièrement, qui est écrire du texte sur un ordinateur. Plus particulièrement, ça a été conçu dans le but d'écrire du texte sur Internet. Écrire du texte sur Internet, prenons un cas d'exemple, dire à quelqu'un qu'il a tort sur Internet. Qu'est-ce que Markdown essaye de faire mieux que les autres? Parce qu'écrire du texte sur Internet, voilà, on sait tous un peu faire du HTML, qui va être un peu le cas et surtout l'objet qu'on va essayer d'obtenir à la fin. Markdown, c'est un type de fichier. En fait, c'est un fichier qui est basé, c'est un format de fichier qui est basé sur le format texte. Et c'est plus particulièrement une syntaxe de balisage, un peu comme du HTML en l'occurrence. Ça a été conçu par John Gruber et avec l'aide d'Aaron Swartz il y a à peu près 9 ans pour tout particulièrement écrire des posts de blog. Et c'était dans une optique bien particulière. C'était quelque chose qui soit facile à lire et facile à écrire. Parce que le HTML, c'est très gentil, on sait tous en faire quand on a un éditeur de texte. Sauf que quand on veut juste écrire du texte, écrire un post de blog et qu'on ne veut pas se prendre la tête forcément à s'occuper de ses balises B, les ouvrir, les fermer, s'occuper de bien formater ses A, de s'occuper de ses P, etc. Enfin, d'avoir tout ce balisage qui finalement finit par à la fois être pénible à écrire, nous ralentit dans l'écriture et qui en plus rajoute du bruit dans la lecture quand on le lit en format texte plein, ils ont décidé de faire quelque chose d'assez différent, et de faire ce format de fichier qui finalement serait transformé, qui ressemble par exemple à ceci, et qui serait finalement transformé en document HTML par le biais d'un script en Perl en l'occurrence. Ce qui fait que ce format de fichier qui est un format texte, le gros avantage qu'il a, c'est qu'il peut être écrit à partir de n'importe où. N'importe où, ça veut dire en fait votre éditeur de texte préféré. Ça peut être ici Sublime Text. Sublime Text ne le gère pas, je crois, en natif. Il peut le gérer sans problème puisque c'est un éditeur de texte, mais il ne permet pas de colorisation syntaxique en natif. Mais vous avez certainement des plugins, vous en avez, qui permettent de rajouter de la colorisation et de rajouter aussi de la prévisualisation derrière, puisque derrière ça vous fait un document HTML que vous pouvez voir dans une espèce de petite page web avec un CSS. Et vous pouvez aussi utiliser Vim si c'est votre truc, et pas seulement si c'est votre truc. Si par exemple vous avez un tas de documents Markdown dans un coin sur un serveur auquel vous accédez en SSH, vous pouvez consulter les documents de manière tout à fait lisible, puisque de toute façon, derrière, c'est du texte plein. Moi, personnellement, j'utilise un outil qui s'appelle Byword et qui a la particularité, c'est aussi un des avantages du Markdown d'être un format texte plein, d'être existant à la fois sur desktop, alors en l'occurrence sur Mac, et sur iOS, sur tablette et sur smartphone. Puisque un texte plein, on peut très très facilement l'éditer sur tablette, beaucoup plus facilement que ces outils de texte riche comme même Pages ou ce genre de choses. Donc on s'écarte pas mal de tout ce qui est Word ou RTF ou ce genre de choses. On a un format qu'on peut consulter comme ça dans certaines applis, comme ici Moo qui est sur Mac. Vous avez à gauche le texte dans sa forme pure texte plein, qui en plus bénéficie d'une certaine colorisation syntaxique et de certains textes qui sont un peu plus épais. Et de l'autre côté, vous avez la prévisualisation en HTML. Et bien sûr, vous avez la même chose sur Windows dans une application qui s'appelle Markdown Pad, qui bien sûr, puisqu'elle est sur Windows, a plein de boutons dans tous les sens. Je vous avais préparé des slides avec des trucs de syntaxe, mais comme je vois qu'on est plutôt dans du hands-on, je vais plutôt vous proposer de faire un petit bout de texte ensemble. Je vais repasser en copie vidéo tout de suite. Et on va prendre Moo, que je vous ai présenté il y a 2 minutes, pour éditer notre petit texte sur lequel on explique à quelqu'un pourquoi il a tort. Commençons par regarder ce qu'on a. On a en premier une ligne avec un dièse en premier. Ignorez un peu les couleurs et tout ce genre de choses. C'est vraiment, au fond, c'est vraiment un texte brut. Si je prends la même chose et que je la copie par exemple dans TextEdit, elle est là, voilà. J'ai vraiment du texte brut tel quel. Je le recopie là, voilà. C'est vraiment du texte brut. C'est juste Moo qui me met de la colorisation syntaxique par-dessus. Ici, j'ai un titre. Pour mettre un titre de niveau 1, je mets un dièse. Et ça me fait à côté en fait un H1 tout simplement. Si je veux mettre un titre de niveau 2, puisque je veux structurer mon document, je vais mettre partie 1, tu as tort. Partie 2, j'ai raison. Avec un titre 2. Voilà. Vous pouvez mettre 2 dièses pour un titre niveau 2, 3 dièses pour un titre niveau 3, etc. etc. jusqu'à 7, je crois.
Comment on sépare les paragraphes, puisque quand on écrit sur Internet, on écrit avec des paragraphes. Les paragraphes sont séparés par une ligne vide. C'est à peu près obligatoire. Si je mets cette ligne juste sous l'autre, hop, elle se rajoute à la suite ici. Pour la simple et bonne raison que parfois, quand on écrit avec des documents, avec des éditeurs de texte, il n'y a pas de word wrap. Du coup, les lignes, elles continuent sur des kilomètres et des kilomètres. On veut des fois pouvoir garder la main sur le texte. Donc du coup, si je veux vraiment la séparer, je rajoute une ligne. Si par contre, je veux juste faire un retour chariot, puisque des fois, on ne veut pas forcément couper, faire deux paragraphes séparés, je rajoute deux espaces et je fais un retour chariot. Et dans ce cas-là, j'ai effectivement un vrai retour chariot. Ici, on a un peu de mise en forme. Ici, je fais de l'emphase, donc du EM avec des étoiles. Je peux aussi les remplacer par des underscores si je préfère. C'est exactement la même chose. Et ici, je les double. Ici, j'ai mis des underscores, mais je peux aussi mettre des étoiles pour remplacer. J'ai du gras, du strong en l'occurrence, en HTML. Un truc qui est très très amusant à faire avec du HTML, c'est des listes. C'est extrêmement simple avec Markdown. J'utilise soit des étoiles, soit des tirets, soit des plus. Je peux mélanger les trois, c'est pas du tout un problème. C'est pour faire des listes non ordonnées, des UL et des éléments LI. Je peux bien entendu faire parce que c'est tout. Voilà, et on voit à côté que les listes s'imbriquent les unes dans les autres. Je peux imbriquer à peu près tout ce qui existe. Je peux aussi faire petit 1, petit 2, ce qui me fait une OL derrière. D'ailleurs, si je laisse ça sous une étoile, la plupart du temps, c'est transformé. C'est le premier point qui indique ce qu'est la liste. Est-ce que c'est une liste numérotée ou est-ce que c'est une liste non numérotée? Ça va jusque-là? Et derrière, on a quelque chose qui est très pratique quand on écrit sur Internet, c'est faire des liens. Je propose ici à mon petit camarade de faire une recherche sur Google. J'écris le texte qui va être transformé en lien entre crochets, et derrière, je mets le lien entre parenthèses. J'ai encore quelque chose d'encore plus facile pour faire ça. Je prends mon URL. Ici, je mets par exemple Google. N'importe où dans le document, je peux mettre Google, bon, pas de cette manière, comme ceci, et j'ai fait une référence. Voilà, et ici, le lien va bien vers Google. Je peux en mettre un autre si je veux, je peux faire SOAT par exemple. Moi, personnellement, je me sers de Markdown au moins une fois par semaine pour écrire une mailing list à mon groupe de GPS. Et ce que je fais, c'est qu'au fil de la semaine, je collecte un peu des liens qui semblent intéressants, que je mets dans un document de notes, je les renseigne comme ça. Et quand je sais que je vais rédiger ma newsletter, je les colle tout en bas du document. Et je fais ma newsletter et je fais juste des références. Je n'ai pas besoin de me poser la question de quel lien est à quel endroit. Et surtout, des fois, ça peut être pratique parce qu'on ne sait pas exactement quel est le lien au moment où on écrit le document. Du coup, on fait sa référence là-haut, par exemple, je mets SOAT. Et finalement, je la ferai juste à la fin. Je rajouterai l'URL ici. Donc, ça, une question de style. Markdown vous permet de cette manière de choisir un peu la manière dont vous allez créer votre document. Je peux aussi, comme j'aime bien écrire du code, hop. Voilà, ici j'ai du code inline. Donc en fait, en HTML, c'est transformé en une balise code. Oui, c'est ça. Et je peux aussi faire du code qui va être, par exemple, int main, void main, etc., blablabla. Je peux me faire un bloc de code de cette manière. Voilà, ici, bon, alors, ici ma feuille CSS que j'ai faite vite fait parce qu'elle était un peu petite pour l'écran, elle est un peu cassée, mais vous avez compris le principe. Je vais me faire un bloc de code. Et c'est pratique quand on écrit notamment des posts de blog et qu'on veut parler un peu de technique. Je peux aussi citer quelqu'un. Voilà, je peux citer quelqu'un, auquel cas ça passe en bloc quote. C'est comme dans les emails. En fait, il faut savoir que Markdown dans l'absolu est pas mal basé autour des conventions qu'on utilisait dans les emails depuis le début. Et je peux faire comme ça un bloc quote qui va être repris ici. Si je veux faire plusieurs, sauts de ligne, je le fais de cette manière. Si je veux utiliser une image, c'est exactement comme pour un lien, sauf que je rajoute un point d'exclamation devant. Et vous avez à peu près tout ce que vous pouvez faire avec Markdown. Sauf que vous pouvez faire une chose en plus si quelque chose n'est pas là-dedans. Puisque le principe de Markdown, c'est de couvrir de manière extrêmement
aisée 90-95% des choses qu'on a à faire quand on écrit du texte sur Internet. Si vous voulez faire quelque chose de différent, que vous voulez faire par exemple quelque chose qui va être souligné, vous pouvez toujours ajouter du HTML à l'intérieur. De cette manière. Voilà. Le HTML sera interprété par le script Perl comme du HTML et il sera injecté à l'intérieur. Et si par exemple vous voulez utiliser un plus ou que vous voulez effectivement écrire underscore Tor de cette manière, vous rajoutez un, je vais y arriver, un anti-slash devant pour échapper le caractère comme on pourrait s'y attendre. Voilà le principe de Markdown. Sachant que c'est fait pour être facile à lire et facile à écrire de partout, et que vous vous en servez certainement déjà sans le savoir. Si vous avez écrit une ligne de texte pour dire à quelqu'un qu'il avait tort sur un de ses sites, on s'en sert assez souvent pour ça, vous avez certainement écrit du Markdown, notamment Stack Exchange et tous les sites qui vont avec, notamment Stack Overflow, utilisent du Markdown pour les questions et les réponses, mais vous ne le savez pas forcément puisque ça vous paraît tout à fait naturel. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Ah, excuse-moi, c'est le chevron. C'est le chevron que j'ai mis avant qui indique que c'était un bloc code. Non, pas pour le bloc code, pour le code. Quand tu as mis, pour le code Ah, excuse-moi, j'ai mis des espaces avant. Là, en l'occurrence, c'était des tabulations, mais des espaces marchent de la même façon. Et c'est du pré-code en l'occurrence, en HTML. Ouais, il fait un pré et du code, ce qui fait qu'en fait, si j'ai mon espace derrière, voilà, c'est considéré vraiment comme du code. Et voilà, après, à partir de 4 espaces, c'est aussi considéré comme du code. Soit une tabulation, soit 4 espaces, ce qui permet aussi d'être plus compatible avec un peu tous les éditeurs de code qui existent. Et pour l'image, quand tu mets un point d'exclamation, ce que tu as mis comme texte, ça fait un title sur l'image ou pas? Ça fait le alt text sur l'image. Il y avait une autre question, oui? Ouais, donc là on écrit un fichier texte, c'est bien sympa. Ouais. Mais comment tu as un compilateur qui va te générer le script Perl par exemple, il est intégré dans les navigateurs ou c'est comment tu... Ah, en l'occurrence, tout dépend vraiment. Là, tu as la plupart des éditeurs qui te permettent de faire un export HTML. Par exemple, j'ai dans un coin TextMate, voilà. J'ai le même document qu'au début et j'ai décidé que c'était du Markdown. Et j'ai ici Markdown, Convert Document to HTML. Et là, il m'a généré le HTML qui va avec. D'accord. Voilà. Tout bêtement un document HTML. Maintenant, voilà, il y a certains éditeurs qui vont l'intégrer. Internet ne l'implémente pas nativement. Mais derrière, n'importe quel... par exemple, il y a certains systèmes de blog qui permettent de créer des pages HTML statiques plutôt que de faire du PHP ou du Java, etc. Et en fait, tes archives, c'est des documents Markdown, et dès qu'il y en a un qui change, il y a un script qui va récupérer qu'il y a un document qui a changé, il va te régénérer toutes les pages HTML en passant par le script Perl, par exemple. C'est un document qui est fait pour être lu par des humains, et qui peut être transformé en document qui va être lu par des sites web. Pas d'autres questions? Ah, si. Pourquoi avoir réinventé encore un nouveau truc? Alors, par exemple, ce genre de syntaxe, par exemple, la syntaxe wiki, c'est quasiment la même chose. Le wiki ressemble pas mal au Markdown, alors, sachant que c'est Markdown qui a inspiré le wiki. je ne sais pas lequel est arrivé en premier, pour être honnête. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. J'ai parlé des dièses pour les titres, mais les titres en Markdown, les H1 et les H2, on peut aussi les faire avec des soulignés, enfin en les soulignant avec des égales ou avec des tirets. Et en l'occurrence, là, j'ai pas parlé de tableau, mais il existe une extension de Markdown qui s'appelle Multi-Markdown qui permet de faire des tableaux également. Maintenant, à quoi bon réinventer? Écoute, c'est quelque chose qui a été inventé il y a 9 ans, qui est encore utilisé beaucoup aujourd'hui. C'est utilisé sur GitHub notamment, qui se sert de ça pour faire le README. Je pensais que ce serait intéressant pour un peu tout le monde d'apprendre que ça existait et que c'était utile. Mais effectivement, il y a la syntaxe wiki qui est aussi beaucoup utilisée et qui est en parallèle. Mais les deux ont vraiment des atomes crochus. Oui. À ton avis, est-ce que ça peut être adopté en entreprise ou pas? Complètement. Je pense que c'est un outil, je n'ai pas vraiment étendu dans quoi je m'en servais. Je m'en sers effectivement pour écrire mes newsletters, j'écris toutes mes notes en Markdown et je m'en sers aussi de plus en plus en entreprise pour écrire des documentations. Des petites documentations, pas des grosses, mais quand j'ai effectivement un concept ou une fonctionnalité à documenter, comme je peux écrire facilement du code, comme je peux facilement mettre les choses en forme et derrière, voilà, si je suis dans Mou par exemple, je reprends ça, je fais un copier-coller dans quelque chose, ce sera collé en texte riche.
j'ai pas vraiment de questions à me poser derrière de comment ce sera transformé. Moi, je sais que mon document de référence est toujours mon Markdown qui est extrêmement facile à éditer et sur lequel j'ai aucune ambiguïté au niveau du style. Mais du coup, il n'y a que toi qui utilise ce document Markdown. Enfin, il n'est pas. Dans les entreprises que j'ai vues, la plupart du temps, je suis le seul à m'en servir, effectivement. Maintenant, voilà, c'est utilisé par GitHub de manière complètement native et quasiment forcée si tu veux faire un README. C'est de plus en plus utilisé dans les outils qu'on utilise qui sont dans le cloud. Je pense que ça va finir par percer. Très tard, j'imagine, comme d'habitude, mais très souvent. Merci beaucoup.